Ok, bienvenue pour cette capsule numéro 2 dans le cours STT 5100 de modèle linéaire appliqué où on va commencer à rentrer dans les problématiques de moindre carré. Euh, donc, je vais directement basculer sur mes transparents, puis je discuterai en même temps de l'organisation un peu générale de ce qu'on va faire. Essentiellement parce que je vais passer du temps sur une approche qui est peut-être un peu dépassée, mais qui vous permettra, je pense, en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe quand on fait des moindres carrés. Donc, vraiment des approches très vieille école, où on va faire les choses à la main. Mais au moins, voilà. Dans un premier temps, vous aurez vu tranquillement ce qui se passe. Dans un cas très simple, qui est ce modèle linéaire simple, d'accord. On va regarder là aussi avec les mains ce qui se passe quand on régresse sur une variable continue versus une variable factorielle. Donc, on le voit ici, je fais essentiellement de régresser sur une variable continue. De mémoire, on fait trois capsules sur ce problème-là. Donc, là, je vais commencer par le début, c'est-à-dire euh, trouver des estimateurs de nos paramètres. Euh, Ensuite, on essaiera de faire de la prévision. Donc, je vais juste vous poser les bases de ce qu'on essaye de faire assez tranquillement. Okay. La capsule numéro 3 sera purement informatique, où je vous montrerai comment est-ce que je code absolument tout ce que je vous ai montré pendant les deux premières capsules. Euh, donc, on va faire ça tranquillement. Une fois que vous serez un peu plus à l'aise avec la terminologie, avec ce qu'on essaye de faire, on le fera dans un contexte plus abstrait, qui est le cas du modèle multiple, qui va inclure ce modèle simple, en fait, dans lequel on fera euh, à la fois des choses plus formelles d'un point de vue notation, puisqu'on passera directement sur une analyse multivariée, et donc on fera une approche matricielle en fait, de tout notre problème. Donc en termes de formel d'objets qu'on manipulera, on sera plus sur de faire des calculs de somme des x, y, i, mais je vous dirai, on fait du x transposé y. Okay. Donc, il y aura cette première partie. La deuxième, c'est que on fera des choses un peu plus rigoureusement. C'est-à-dire qu'on essaiera peut-être de poser un cadre, peut-être qu'on se demandera sous quelles hypothèses est-ce que cet objet existe. Okay. Donc, je vais faire les choses de manière beaucoup plus rigoureuse en vous posant des hypothèses qui nous permettront d'avoir un certain nombre de résultats. D'accord. Donc, on fera des hypothèses d'inversibilité de matrice, des hypothèses de convergence, toutes sortes de choses. D'accord. Donc, au niveau de la philosophie, de la manière dont je vais vous présenter, ce sera vraiment de le faire en deux temps. Une première série de 4 capsules euh, très simples, hein, où on va juste faire des petites régressions avec les mains et voir ce qui se passe, donc voir ce qui se cache derrière notre estimateur par moindre carré. Donc, on en a déjà un tout petit peu parlé quand j'ai présenté l'optimisation. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'optimisation, encore une fois, retournez voir la capsule. Elle vous éclairera un petit peu sur ce qu'on essaie de faire et cette histoire de conditions du premier ordre, par exemple. Euh, mais voilà, je sépare en termes à la fois de difficultés mathématiques, mais aussi de compréhension, avec des choses concrètes versus des choses dans un espace plus abstrait, ce qu'on va essayer de faire. D'accord. Donc, on va le faire tranquillement avec ce petit exemple de régression simple dans un premier temps. Avant d'attaquer, je vais juste revenir sur une formule que j'avais dû évoquer dans le cas des rappels de proba et du vecteur gaussien, qui est en fait la base de tout ce qu'on va avoir par la suite. Alors, on verra réapparaître essentiellement deux choses qui sont cette grandeur-là et cette grandeur-là. D'accord. Donc, je vais le présenter ici en un slide. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, mais ce qu'on va voir, en fait, c'est que tout ce qu'on va construire est résumé dans ce slide. Okay. On ne fera pas d'hypothèse de vecteur gaussien, mais on va reconstruire des choses qui sont en fait très très proches d'une propriété fondamentale de probabiliste du vecteur gaussien. Okay. Quand vous êtes en dimension 2, et ça va être notre cas puisque je vais avoir une variable y et une variable x, et une seule variable x. Donc quand on est en dimension 2, donc j'ai un vecteur gaussien x1, x2, le vecteur gaussien en dimension 2, il est paramétré par 5 coefficients. Okay. 2 associés à la moyenne, mu1, mu2, 2 présentés à la variance, associés à la variance, pardon, sigma 1 carré, sigma 2 carré. Donc ces deux plus 2 paramètres, en fait, vous caractérisent complètement les lois marginales, dans le sens où x1, il suit une loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma 1 carré. x2, il suit une loi normale de moyenne mu2 et de variance sigma 2 carré. Okay. Donc, ces quatre premiers jeux de coefficients, donc les paramètres de moyenne et les paramètres de variance, en gros, sont des paramètres marginaux. Il y a juste un paramètre qui nous intéresse beaucoup ici, qui est le paramètre de corrélation, qui est ce rho.
D'accord? Donc, votre matrice de variance-covariance, ça va s'écrire comme cette matrice qui se trouve à droite, là, qui est cette matrice avec les termes hors diagonaux qui sont les termes les plus intéressants, puisque c'est là qu'il y a la covariance et il y a le coefficient. Okay? Donc, ça, c'est la définition de ce que c'est qu'un vecteur gaussien. Donc, un vecteur gaussien en dimension 2, c'est caractérisé par cette distribution-là. Ce qu'on peut montrer, et là encore, je vous renvoie soit à votre cours de proba, soit vous prenez une feuille et un crayon et vous le prouvez, que la loi conditionnelle, donc c'est la formule de base, la loi de x1 sachant x2 est encore une loi gaussienne. D'accord? Donc, je vous rappelle que pour le calculer, il faudrait juste écrire la densité bivariée divisée par la densité de ma loi gaussienne en dimension 2, donc qui sera centrée sur mu2 et sigma carré 2 prise en x2. Okay, donc, quand vous simplifiez un petit peu tout ça, la seule petite difficulté, c'est l'histoire de forme quadratique qu'il va falloir simplifier, mais ça peut se faire. J'obtiens quelque chose qui est gaussien, première propriété. Donc ça, c'est la propriété du vecteur gaussien qui est qu'on reste gaussien par conditionnement. Mais le plus intéressant, c'est que le premier terme qui correspond donc à cette espérance conditionnelle, il a une forme très particulière. Il a une forme très particulière dans le sens où j'obtiens cette expression-là qui me dit comment est-ce que mon espérance conditionnelle évolue en fonction du x2 ? On a quelque chose qui est une grandeur qui est constant. Donc, on a un terme constant et on a quelque chose qui va être linéaire en x2. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'espérance conditionnelle, repensez à la capsule vidéo de ce qu'on essaie de construire, la capsule vidéo précédente où je présentais les modèles linéaires, que je vous disais, ce qu'on va essayer d'expliquer, ce qu'on va essayer de construire, c'est l'espérance de y sachant x. Okay. Il s'avère que dans le cas du vecteur gaussien, donc quand xy est un vecteur gaussien, alors l'espérance conditionnelle de y sachant x va être fondamentalement quelque chose de linéaire. D'accord ? Donc cette approche linéaire, elle était assez intuitive parce que c'est le modèle le plus simple qu'on puisse construire quand on veut trouver une fonction. Si je vous dis, je veux trouver une fonction entre deux grandeurs, premier réflexe, c'est de prendre une fonction linéaire. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a dans le modèle linéaire, dans le modèle gaussien. Okay, dans le modèle gaussien, on a cette formule-là. Alors, une constante plus une pente multipliée par x2. Okay, alors, là où c'est intéressant, c'est, je vais plutôt m'intéresser sur la formule de gauche, où ce que je vous dis juste, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je m'attends à avoir pour x1 si jamais je vous dis que x2 vaut petit x2 ? A priori, je dois être plutôt centré sur x1, sur mu1, pardon. Okay, donc, a priori, sans aucune information, je vais même l'insister en le notant, cette chose-là, c'est l'espérance de x1. D'accord ? Donc, sans aucune information, si jamais je ne vous donne pas de x2, j'espère avoir l'espérance de x1. C'est juste que si jamais je vous donne x2, je vais corriger. Je vais corriger comment ? En fait, je vais voir si jamais la valeur de x2, elle est plus ou moins plus grande que sa moyenne. Donc, pensez à la taille et le poids. Okay ? Cette variable-là, ça va être le poids. Cette variable-là, ça va être la taille. Okay, donc, je me demande quelle est l'espérance du poids d'une personne qui fait 1,90 m. Okay, dans ces cas-là, ce que je pense avoir, c'est que je prends le poids moyen des individus dans toute ma population et je vais corriger. Je vais corriger comment ? Si jamais l'individu il est plus grand que la valeur moyenne, okay, donc la valeur moyenne, elle est peut-être, je ne sais pas, 1,70 m, 1,90 m, c'est plus grand. Okay, donc, je vais sûrement avoir une correction ici qui sera positive. Okay, donc, si mon individu est plus grand que la moyenne, mon poids, soit je l'estime à la hausse, si jamais ma corrélation est positive, soit je l'estime à la baisse. Okay. Donc, ce que ça veut dire, c'est si jamais le poids et la taille sont corrélés positivement, quelqu'un qui est grand, je vais plutôt lui associer un poids qui sera important. Et il sera important comment ? L'importance, ça va être associé à la corrélation, elle va être associée à la distance où je me trouve par rapport à l'individu moyen, et on va voir arriver quelque chose qui est un ratio de mes deux écarts types. Okay. Donc, plus x1 est variable, donc ma variable d'intérêt va être volatile, plus je vais donner d'impact à cette... Donc, ça veut dire plus je vais être dispersé sur mon axe Y. Encore une fois, x1, ça va être interprété comme étant Y. Plus je vais être dispersé, plus je vais donner du poids. D'accord ? Donc, quelqu'un qui est un petit peu différent de la moyenne, mais pas tant que ça, si jamais en Y, je suis très étendu, dans ces cas-là, je vais avoir un impact important. L'interprétation, elle sera différente dans l'autre sens. Si jamais j'étais très étendu en X, dans ces cas-là, il faudrait vraiment que je bouge beaucoup par rapport à mu2 pour pouvoir me décaler un petit peu. Okay ? Si jamais j'essaie de détailler un tout petit peu, ce qu'on voit apparaître, c'est quelque chose dont on a déjà parlé un petit peu dans les rappels, qui est cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est tout simplement x2 moins mu2 divisé par sigma 2. C'est la valeur centrée réduite de x2. Okay ? Donc, ce qui m'intéresse quelque part, c'est ρ, donc ce coefficient de corrélation multiplié en fait par
une espèce de valeur standardisée de la valeur de x2. Okay, ce qui m'intéresse, ce n'est pas techniquement la valeur de x2, c'est x2 par rapport à son groupe. Okay, quand je vous dis que quelqu'un fait 1m90, ça ne m'intéresse pas vraiment sur 1m90. C'est plutôt à quel point est-ce qu'il est différent de l'individu moyen. Si jamais il est très loin de l'individu moyen, ça va avoir un impact énorme dans ma prévision et je vais fortement augmenter le poids par rapport au poids moyen. D'accord ? Donc c'est ça qu'on voit apparaître. C'est déjà cette première interprétation. Deuxième chose, et c'est là-dessus qu'on passera beaucoup de temps, c'est le coefficient de la pente. Donc ce coefficient, c'est celui sur lequel on passera le plus de temps. Cette pente, elle dépend de la corrélation et elle dépend d'un ratio d'écart-type. Les écart-types, par définition, ils sont positifs. Okay, c'est la racine carrée de la variance. Donc ce qu'on voit, c'est que la pente, en fait, c'est très exactement la corrélation. Okay, donc en fait, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce qu'on va essayer de quantifier quand on va faire nos régressions, c'est tout simplement une corrélation qui existe entre nos deux variables. Okay, si vos variables sont très corrélées, dans ces cas-là, je vais avoir une pente qui sera plus grande. Si jamais vos variables ne sont pas très corrélées, et en l'occurrence, si jamais elles sont indépendantes, ρ sera égal à 0 et j'aurai une pente qui sera constante. Okay, donc là, on retrouve quelque chose qu'on sait, qui est que si vous avez deux variables indépendantes, donc si x1 est indépendant de x2, alors la loi de x1 conditionnellement à x2 ne dépend pas de x2, a fortiori, son espérance ne va pas dépendre de x2. Et effectivement, si jamais elles sont indépendantes, ce terme-là va disparaître, okay, puisque ρ sera égal à 0, et donc mon espérance elle sera tout simplement constante. Alors, en plus, je n'aurai pas non plus ce terme-là, donc en fait, on va récupérer tout simplement le mu1. Okay, donc ça, c'est la première chose, le fait que le modèle linéaire va s'imposer, parce qu'en fait, c'était historiquement ce qu'on connaissait depuis le début. Quoi. Et après, ce n'est pas non plus complètement surprenant de voir apparaître la régression. Donc, la régression est née, essentiellement, on va plutôt parler des travaux de Gauss et des travaux de Legendre, mais ça a été beaucoup utilisé par, j'en ai déjà un petit peu parlé, par Galton et par Pearson. Pearson, c'est quand même lui qui invente la corrélation. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre cette corrélation ρ, entre les deux variables, et la régression. La régression, c'est tout simplement cette droite β0 plus β1, x2. Okay, donc cette droite de régression, la régression a fortement à voir avec la corrélation. Okay, et là aussi, je renvoie à ma capsule sur l'épistémologie des modèles. Ce qu'on quantifie, c'est juste une corrélation. Ce n'est pas un modèle causal. Donc je ne vous dis pas que x2 va causer x1. Je vous dis juste que les deux sont corrélés, et donc ça devrait influencer la droite de régression. Okay, donc souvenez-vous juste du fait qu'on a cette formule-là, et en fait, vous la verrez réapparaître dans un contexte complètement différent. Je vais l'introduire de manière totalement différente, mais on verra réapparaître très exactement cette formule-là très bientôt. Okay, deuxième chose, je peux regarder la variance conditionnelle. Donc je peux me demander quelle est la variance de ma variable conditionnellement au fait que j'utilise l'information sur x2. Alors, c'est l'information qui est donnée ici. Ce qu'on peut observer, c'est que, première chose, c'est constant. Donc ça ne dépend pas de x2. Okay, donc ça, c'est une hypothèse qui va être très forte et qu'on va sécher de garder par la suite. C'est ce qu'on appelle une hypothèse d'homocédasticité. Okay, donc la notion de cédasticité est associée à une notion de dispersion. Okay, homo veut dire unique. Okay, donc on a une unique dispersion. Donc peu importe la valeur avec laquelle vous conditionnez, vous avez une variance qui va être constante. Okay, donc ça, c'est une hypothèse qu'on fera aussi dans nos modèles. Elle sera discutée par la suite, parce qu'elle n'est pas forcément réaliste. Mais en tout cas, dans ce vecteur gaussien, on a un modèle qui est espérance conditionnelle linéaire et variance constante. Autre information, la variance, elle est même plus petite que sigma 1 carré, tout simplement parce que ρ, c'est une corrélation. Une corrélation, ça appartient à 0,1. C'est la formule de Cauchy-Schwarz qui vous dit qu'une corrélation, c'est forcément compris entre moins 1 et plus 1. Donc 1 moins ρ carré, c'est forcément plus petit. Ça appartient à 0,1. Donc c'est forcément plus petit que sigma 1 carré. Donc c'est plus petit que la variance. Et ça va légitimer tout ce qu'on va faire par la suite, dans le sens où, quand vous essayez de faire la prévision sur une variable x1 ou une variable y, rajouter des variables explicatives vous apporte de l'information. Pourquoi ? Parce que la dispersion va être beaucoup plus faible. Donc quand je vais essayer de prévoir le poids d'un individu en fonction de sa taille, si les deux sont corrélés, ce que ça me dit, c'est que plus ils seront corrélés, plus je vais pouvoir être précis dans la quantification du poids, ou la prévision du poids en fonction de la taille. Okay, si jamais j'ai une corrélation qui vaut 1, on peut prendre l'exemple extrême, ça veut dire que les deux sont reliés par une fonction linéaire. Okay, je vous rappelle, une corrélation entre deux variables est égale à 1 si et seulement si il existe une relation linéaire entre les deux. Et dans ces cas-là, en fait, je vous dis même que la variance, elle vaut 0. Et je peux vous prédire de manière précise la valeur de votre poids. D'accord ? Donc tout ça a beaucoup de sens. Donc gardez ça en contexte. D'accord ? Parce qu'en fait, on va tourner autour de ces formules-là sans jamais les expliciter, en tout cas dans un premier temps, parce que je ne vais pas faire d'hypothèse de loi.
Okay, on va retrouver toutes ces formules en arrivant complètement par un autre sentier. Okay, on va arriver au même sommet qui est ces résultats que je vous donne ici en un slide avec ces propriétés du vecteur gaussien. Nous, on va passer beaucoup plus de temps pour arriver aux mêmes formules et aux mêmes propriétés. D'accord? La seule chose, c'est qu'on ne fera pas cette hypothèse de normalité. OK. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer on oublie ça, d'accord? Donc on avait vu ces propriétés. Je vais venir sur le titre du cours qui est moindre carré. Donc, avant de commencer à faire des régressions, on va juste se demander, est-ce que je peux juste, au lieu d'avoir un modèle linéaire, avoir un modèle constant? D'accord? Donc, premier modèle que je vais considérer, c'est de dire que il n'y a pas de bêta 1. Donc, je dis tout simplement que YI, c'est une constante plus un bruit. Donc ça se voit sur le graphique de droite, hein, c'est de dire, ici j'ai mes X, ici j'ai mes Y. Ce que je dis juste, c'est que YI, c'est une valeur constante. Ici, j'ai pris un bêta 0 qui vaut 5, plus un terme que je n'explique pas, qui est le terme résiduel, qui est cet epsilon. Okay, donc c'est le modèle le plus simple. Alors ce modèle, il est important parce qu'il y a pas mal de tests en fait, qui l'utiliseront comme référence. Okay, et ce petit modèle, on le connaît parce que je vous l'ai présenté dans la petite capsule d'optimisation. Ce problème-là, ce modèle-là, donc on voit apparaître, il y a 3 grandeurs qui apparaissent. Hein. Encore une fois, je renvoie la capsule précédente pour l'interprétation. YI, c'est mes données. Donc fondamentalement, les données sont données. C'est marqué dans le nom. Vous avez un vecteur x1, xn d'observation. Donc c'est les points qui sont très exactement ici. Donc j'ai tous mes observations, donc je les prends. Je ne m'intéresse pas à mes x ici. Donc j'ai mes observations YI. Donc ici, par exemple, j'ai mon Y 18 qui était ma plus grande observation. Okay, donc j'ai ici mes observations en Y. Donc ça, c'est ça fait partie des choses que je connais. Il y a 2 termes qui apparaissent et qui ne sont pas connus. Le premier, c'est le coefficient bêta 0. Donc bêta 0, c'est un paramètre inconnu dans mon modèle. Okay, c'est lui qu'on va essayer d'estimer. C'est lui qu'on veut quantifier fondamentalement. Donc ce bêta 0, c'est la partie que je ne connais pas. Alors, je fais des tâches sur mon slide. On peut aussi observer qu'il y a une autre grandeur qui apparaît et que je ne connais pas, qui sont ces epsilon. Donc ces epsilon, c'est un terme non observable. C'est ce que je vais appeler un terme d'erreur, ce que je vais appeler un résidu. Alors, il faut juste observer quelque chose, c'est que j'ai égalité entre ces choses-là. C'est-à-dire, il y a de 2 choses l'une. Soit je vous donne les epsilon et dans ces cas-là, j'ai forcément le bêta, soit je vous donne le bêta et j'ai les epsilon. Okay, donc, ce qu'on va toujours dire, c'est les epsilon, ils arrivent dans un deuxième temps. Première chose, je ne connais pas mes bêta 0. Je vais essayer de les estimer. Une fois que j'aurai mon bêta 0, dans ces cas-là, je vais récupérer mes epsilon. Donc, formellement, comment ça se passe? Vous avez vos observations YI. Vous allez construire dans un premier temps votre estimateur. Alors, quand je parlais d'optimisation, je mettais des étoiles. Je vous disais, on va chercher un bêta 0 étoile, c'est un problème d'optimisation. Comme on est en stade, je vais appeler ça bêta 0 chapeau. Alors, je n'ai pas de modèle probabiliste pour l'instant. Donc, on a du mal à voir encore le fait que c'est un estimateur. Pour le moment, ce sera juste une valeur optimale. Sur un problème d'optimisation. De moindre carré, tout simplement. Donc, je vais construire ces grandeurs-là. Et une fois que je les aurai, je vais en déduire mes epsilon i. En l'occurrence, ce qu'on appellera les estimateurs de nos résidus, donc nos résidus prédits, qui seront tout simplement la différence entre mes YI et la valeur optimale que je vais retenir. Donc la construction va vraiment toujours se faire en 2 temps, et ça inclut dans le terme de résidu. Le résidu, c'est ce qui reste. Donc on n'estime pas les résidus, on les récupère à la fin, et ça va avoir un impact très important sur les grandeurs qui vont apparaître par la suite, parce qu'on mettra une variance à ces résidus. Et quand j'ai mon modèle, le paramètre le plus important, c'est celui-là, c'est ce bêta 0. Donc, j'ai construit mon petit modèle en disant, j'ai une valeur constante et j'ai une valeur que je n'observe pas qui se place autour, qui est ce résidu, qui est ce bruit qui apparaît autour. Donc, comme je vous ai dit que ma première étape, c'était de trouver une valeur optimale pour ce bêta 0, il faut me donner un critère. Donc, le critère qu'on va retenir, c'est tout simplement de chercher à minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème de... Donc, ce qu'on calcule, c'est le RSS, donc Residual Sum of Square. Si j'ai des moments, des slides en français, je parlerai de somme des carrés des résidus, SCR. A priori, je garderai cette terminologie plutôt en RSS, parce que c'est la terminologie que vous allez retrouver dans la plupart des livres. La somme des carrés des résidus, c'est cette somme des
epsilon i au carré, c'est-à-dire la différence entre les yi moins bêta 0. Okay, donc, je veux minimiser cette somme des carrés des erreurs. On discutera très partiellement de pourquoi est-ce que c'est un critère pertinent, parce que pour le moment, quand je vous ai dit on veut faire de l'inférence, c'était on va essayer d'estimer ce bêta 0 chapeau. Donc, classiquement, vous auriez dû me dire je vais plutôt mettre une loi et je vais faire du maximum de ressemblance. Ici, on a une approche assez orthogonale. Je reviendrai sur les hypothèses de stats plus tard, pour vous montrer que c'est à peu près équivalent en faisant des hypothèses de normalité. Et là, je me dis juste, je veux minimiser une somme des carrés des erreurs. Okay, donc, je veux construire la valeur optimale. Je vais quand même lui mettre un chapeau, encore une fois, mais ce serait sur ce bêta 0 étoile, qui est la valeur qui minimise la somme des carrés des erreurs. Okay, alors, petite précision, il y a une unicité de l'argument du minimum. Okay, donc, ça, c'est lié au fait que, techniquement, cet objet-là, c'est une fonction qui est strictement convexe, d'accord, ou qui est convexe et différenciable. Okay, donc, j'ai une unicité de la solution. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci, je peux trouver le minimum, et je vous avais prouvé dans la capsule de rappel d'optimisation qu'en fait, l'optimum, il était obtenu en Y étoile. Donc, ce que ça nous dit, tout simplement, c'est que si jamais vous cherchez à minimiser la somme des carrés des erreurs, le minimum, il est obtenu très exactement en Y étoile. Okay, donc, ce que ça veut dire, alors, on peut l'interpréter en histoire de base estimate, qui consiste à dire, si jamais je ne veux pas utiliser ma variable explicative x, la meilleure prévision que je puisse faire pour une variable y, okay, si je vous dis il manque une observation, où est-ce qu'elle serait, je me placerai plutôt sur cette valeur moyenne. Okay, en moyenne, j'aurai un bon estimateur. D'accord, je ne vous l'ai pas encore justifié, mais c'est ce que ça nous dit. D'accord. Donc, ça, c'est le modèle un peu stupide, qui est le modèle sans variable explicative. Il est un peu stupide, mais on le verra réapparaître, en particulier quand on fera des régressions sur des facteurs. Il va réapparaître à plusieurs endroits. Ok, maintenant j'ai ma variable explicative, je veux l'utiliser. D'accord, donc cette fois-ci, mon modèle va se complexifier un tout petit peu, dans le sens où je vais récupérer mon y plus bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Okay, donc mon modèle s'est complexifié dans le sens où cette fois-ci, j'ai deux coefficients que je ne connais pas, bêta 0 et bêta 1, qui sont les deux grandeurs que je veux connaître. Et là encore, j'ai vraiment littéralement une équation comptable qui me dit que yi, c'est cette combinaison linéaire plus mon epsilon. Les epsilon, je ne les connais pas, mais je peux les récupérer, entre guillemets, à la fin. En tout cas, je peux récupérer des epsilon chapeau étoile. Okay, fondamentalement, les résidus, je ne peux pas les observer, parce que je les observerai, j'aurai même plus de modèle à construire. Par construction, le modèle, les résidus sont intrinsèquement liés au modèle. D'accord, y moins les epsilon me donnent mon modèle. D'accord, donc les epsilon, on va toujours les oublier. Ils sont pas, j'allais dire qu'ils ne sont pas importants. Ils sont hyper importants par la suite, parce que c'est ce qu'on va regarder pour savoir si le modèle est bon. D'accord, mais en tout cas, pour construire mon modèle, c'est vraiment la partie que je n'explique pas. D'accord, donc c'est vraiment cette notion de résidu. C'est souvent comme ça que je vais les appeler. C'est la partie qui me reste une fois que j'ai ajusté mon modèle. Okay, donc, cette fois-ci, mon problème va devenir un tout petit peu plus compliqué, dans le sens où j'ai mes deux paramètres, bêta 0, bêta 1, qui apparaissent. Donc, je vais faire la différence. Là encore, je calcule la somme des carrés des résidus, c'est-à-dire la différence entre les yi moins ce bêta 0 plus bêta 1 xi. D'accord, et je vais prendre la somme des carrés de ces choses-là. Donc, j'essaie de minimiser la somme des carrés des erreurs. Okay, là encore, j'ai un problème strictement convexe, donc je vais avoir une unicité de l'argument du minimum. Donc, le minimum va être atteint à un seul point, qui est le point qui m'intéresse, quoi. Condition du premier ordre, j'ai un seul point, il y a de fortes chances pour que ce soit le minimum. Ok, comment on fait? Alors, conditions du premier ordre me disent, j'ai un problème en dimension 2, j'ai un bêta 0 et un bêta 1. Quand je me place à l'optimum, dans ces cas-là, mon gradient doit être égal à 0. Dans le sens où la première composante de mon gradient, c'est la dérivée par rapport à bêta 0. La seconde composante de mon gradient, c'est la dérivée par rapport à bêta. Okay, donc, je demande que mes dérivées, donc je vais récupérer un système d'équations. Okay, ma dérivée par rapport à bêta 0 doit être nulle en bêta 0 chapeau, bêta chapeau 1. Ma dérivée par rapport à bêta doit être nulle en bêta chapeau 0, bêta chapeau 1. Okay, alors, ce qu'on peut montrer, et là encore, replongez-vous dans la capsule d'optimisation, parce que c'est finalement la chose à laquelle j'arrivais. La première équation va me donner cette condition du premier ordre, qui est tout simplement que bêta 0 doit être égal à y bar moins bêta 1 x bar. Alors ça veut dire quelque chose d'un peu particulier, je reviendrai sur la propriété plus tard, mais ça veut dire que la droite de régression, alors c'est la courbe rouge qui se trouve ici, la courbe rouge, elle passe par un point très particulier, c'est le point qui va se trouver ici, qui va être à peu près là, en x bar, donc j'ai la moyenne de mes x bar et la moyenne de mon y bar. Okay,
Donc ma droite de régression, elle passe par ce point très particulier qui est x bar, y bar. Donc ça, c'est une propriété qu'on aura tout le temps et qui découle en fait de cette propriété, de cette condition du premier ordre. Dans la condition du premier ordre vous dit la droite de régression optimale passe forcément par le barycentre x bar, y bar. Okay, ce qui nous manque, c'est la pente. Donc je ne sais pas exactement comment je pivote autour de ce barycentre, mais je sais que je passe par ce barycentre. D'accord? Alors en fait, on peut faire les calculs. Je vous laisse les vérifier si vous n'êtes pas convaincu, mais si vous regardez la condition du second ordre, donc la condition du second ordre, le problème c'est qu'elle fait intervenir le bêta 0 étoile, mais si jamais je remplace par cette valeur-là, je récupère en fait cette grandeur qui me dit que bêta chapeau 1, c'est tout simplement un ratio d'une somme des xi moins x bar, yi moins y bar au numérateur, et la somme des xi moins x bar à la 2. Et ça, en fait, on sait ce que c'est. C'est que l'objet qui se trouve en haut, c'est un terme de covariance. Donc le terme qui se trouve là, c'est la covariance entre x et y. Et le terme qui se trouve en dessous, c'est tout simplement la variance de y. La variance de x. Alors, techniquement, c'est du n fois ces objets-là. Mais comme j'ai n fois au numérateur et au dénominateur, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc on observe quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, la pente est très exactement égale à un ratio qui est la covariance entre ma variable xy et ma variance en y. Et ça, on peut le simplifier un tout petit peu. Et on obtient la formule qui se trouve à droite, qui est que je récupère ma corrélation multipliée par le rapport des écarts types, le sigma x, sigma y. Et ça, c'est exactement ce qu'on a obtenu dans le cas gaussien. On retrouve le rho sigma 1 sur sigma 2. D'accord? Donc, on a une forme très simple pour cette valeur optimale, en tout cas par moindre carré, de notre pente. C'est tout simplement cette expression qui se trouve là. D'accord? Alors, on peut la simplifier un tout petit peu, hein, c'est la forme qui est donnée ici. D'accord? Donc, j'utilise le fait que la variance, je peux la décomposer comme l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Donc, je prends la version empirique de ces deux choses-là, c'est-à-dire la moyenne du carré moins n fois la valeur moyenne en x. Okay, et donc, on a cette formule-là. Okay, donc, on a ces petites propriétés-là qu'on va pouvoir utiliser. D'accord? Donc, juste une petite chose importante en termes de logique. Premièrement, je vais calculer ma corrélation, enfin plutôt ma pente, donc qui est ma corrélation multipliée par mes écarts types. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir récupérer l'autre. D'accord? C'est qu'en fait, je n'ai pas de forme très simple, explicite pour bêta 0 chapeau. Je pourrais l'injecter dedans, mais on va faire l'interprétation. Okay, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la pente, elle est donnée par cette formule de ρ multipliée par un ratio d'écart type. Et ma constante, elle va arriver dans un deuxième temps. Ma constante, c'est tout simplement une valeur qui fait que, une fois que j'ai choisi ma pente, donc ma pente, elle va être fixée. Ma pente, c'est ce que je viens de tracer. Donc ma pente, je sais qu'elle est comme ça. Okay, comment est-ce que je fais pour trouver la bonne position, c'est-à-dire ma constante? Tout simplement en forçant la droite de régression à passer par le barycentre. Okay, donc j'ai ma pente qui est fixée et je choisis mon niveau de manière à passer par le barycentre. C'est vraiment ce que nous raconte cette formule-là, en fait. D'accord? Donc, on peut avoir une interprétation un peu plus géométrique de notre régression. D'accord? Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. J'ai besoin de poser deux grandeurs qui sont les valeurs prédites, donc ce qu'on va appeler les YI, et les résidus estimés qui sont mes epsilon i. D'accord? Donc, la valeur prédite, c'est tout simplement ce que me donne mon modèle. D'accord? C'est les points qui sont alignés sur la droite. C'est tout simplement une droite de régression, bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi. Okay, et ce que j'appelle mes résidus observés, c'est la différence entre ce que j'ai observé et ce que me donne mon modèle. Voilà. Alors, une fois que j'ai posé ces notations, ce qu'on regarde, si jamais vous écrivez vos conditions du premier ordre, vous arrivez sur deux équations. La première condition du premier ordre vous dit que la somme des epsilon chapeau doit être égale à 0. Okay, donc ça, c'est tout simplement dire que la droite de régression passe par le barycentre. D'accord, donc ça veut dire en moyenne, vos résidus ils sont centrés. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous faites une prévision, vous savez qu'en donnant la valeur moyenne, en donnant cette valeur ici, vous allez vous tromper, mais en moyenne, vous ne vous trompez pas. Okay, il y a autant de chances pour que, enfin, je le fais dans un résidu qui est symétrique, mais il y a autant de chances pour qu'on soit positif, qu'on soit au-dessus, qu'on soit en dessous. D'accord? Donc en moyenne, vous êtes un peu au-dessus, en moyenne, vous êtes un peu en dessous, mais les deux vont s'annuler. D'accord? Donc en moyenne, la grandeur que vous allez prédire ici va être un bon estimateur de la valeur à laquelle vous espérez vous trouver. D'accord? Donc c'est lié au fait que la condition du premier ordre vous impose que votre somme des epsilon chapeau doit être égale à 0. Vos résidus sont centrés. C'est ça que nous dit cette formule. D'accord? Alors, encore une fois, c'est associé à la condition du premier ordre.
Donc, c'est associé à la condition du premier ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne mettez pas de constante, dans ces cas-là, cette condition n'est pas vérifiée. Okay. Donc, le gros intérêt de la constante, et c'est pour ça que il y a des moments où on pourra se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'une constante? La réponse est oui, vous mettez toujours une constante dans un modèle de régression, essentiellement parce que ça vous garantit que votre la somme des résidus que vous allez construire va être centrée. Okay. Sinon, ça peut vous induire des problèmes qui sont que vous pouvez toujours améliorer votre prévision. En tout cas, en moyenne, vous aurez une meilleure prévision si jamais vous intégrez cette constante. D'accord? Donc, c'est vraiment cette phrase très importante qui est qu'il faut qu'on ait un terme constant. Donc, la constante, ce β0, c'est ce qu'on appelle l'intercept dans la régression. Ce terme d'intercept, on le verra quand on fera des sorties de régression sous R, on verra apparaître intercept, c'est vraiment cette constante. J'ai toujours besoin de mettre la constante. Et alors là où c'est un peu trompeur, c'est que quand je ferai mes régressions, je ne la mettrai pas, parce qu'en fait, par défaut, elle y est tout le temps. Elle y est tout le temps parce qu'il faut vraiment l'enlever, et l'enlever, c'est une hypothèse qui est très forte, qui peut malheureusement avoir des conséquences dramatiques si jamais elle n'est pas vraie. D'accord? Donc il faut toujours mettre cette régression, cette constante dans la régression, parce que c'est elle qui va vous garantir que les résidus vont être centrés en moyenne. Donc ça, c'est la première condition. La seconde condition, j'en ai un petit peu parlé, elle vous dit cette chose-là. Elle vous dit la somme des xi epsilon i chapeau doit être égale à 0. Alors là, je vous renvoie au petit rappel d'algèbre linéaire que j'avais fait, mais en fait, cette chose-là, c'est tout simplement x transposé epsilon. Et ça, il s'avère que ça correspond à un produit scalaire. C'est le produit scalaire entre x et epsilon. Donc si jamais on essaie de faire un peu de géométrie, et on en fera par la suite, ce que ça nous dit juste, c'est que nos résidus estimés sont forcément orthogonaux à nos x. Okay. Donc ça veut dire quoi ça, si jamais je voulais faire une régression? Être non corrélé, ça veut dire, encore une fois, repenser au fait que fondamentalement une régression, c'est une corrélation. Okay. Si jamais les deux ne sont pas corrélés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'essayais de faire une régression de mes résidus sur ma variable explicative, je ne pourrais rien prédire. Okay. Donc tentez-le, je ne sais plus si je le fais dans les slides, mais si jamais vous faites une régression un jour, récupérez vos résidus et essayez de les régresser sur votre variable x, vous verrez que vous ne pouvez plus rien apprendre. En fait, c'est ça que nous dit ce modèle linéaire, c'est que le modèle linéaire va vous construire des résidus desquels vous ne pouvez plus rien apprendre. Okay, alors, petite parenthèse, on va remettre en question cette idée-là dans le cours d'ACT 6100, pour ceux qui veulent le suivre, où on va pouvoir se dire que peut-être qu'on peut construire des modèles un peu moins bons que celui-là, pour lesquels on va essayer d'apprendre de nos résidus. Donc, on aura des mécanismes séquentiels d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le boosting, où on apprend de nos erreurs. Ici, par construction même, je ne peux plus apprendre de mes erreurs, parce que mes erreurs, quand je veux les expliquer par mes variables explicatives, ils m'apprennent strictement rien. Okay. Donc, c'est vraiment cette histoire de conditions de second ordre, seconde condition du premier ordre, désolé, qui nous dit que les résidus qu'on construit sont fondamentalement orthogonaux à mes x. Donc, c'est vraiment ce que je raconte ici. De toute façon, je l'ai fait en fait. Première condition, c'est les résidus passent par 0. Et la deuxième, donc passe par le barycentre. La deuxième, c'est que la corrélation entre mes x et mes résidus construits vaut forcément 0. Si jamais vous régressez vos résidus sur votre variable explicative, littéralement, votre droite de régression, c'est avec un coefficient ici qui vaut 0, c'est la condition du premier ordre, et la pente ici qui vaut 0, c'est le fait que la corrélation vaut 0. Donc ici, je vous ai fait mon nuage de résidus. Je les ai régressés sur mes x. Ma droite de régression, elle est rigoureusement égale à 0, plus 0, plus un bruit. Okay. Donc, je ne peux plus rien expliquer en fait. D'accord, c'est ça que ça nous dit. Ok, on va aller un tout petit peu plus loin parce qu'en fait, on a des propriétés qu'on peut montrer. Donc, c'est lié à des histoires de décomposition de la variance. Enfin, je vous renvoie à des cours de stats. Vous faites les calculs vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Mais vous trouvez cette démonstration dans n'importe quel livre de régression. Ce qu'on peut montrer, c'est que la somme des carrés, ce qu'on appelait la somme totale des carrés, qui est la somme des y moins y bar. Donc, c'est le cas où je faisais un modèle sur une constante, en fait. D'accord. Donc, ce modèle-là, c'est la somme des carrés, le meilleur modèle que vous pouvez construire, la meilleure somme des carrés des résidus que vous pouvez construire sur une constante. En fait, je la diminue forcément en construisant ce petit modèle y chapeau. D'accord. Donc, la somme des carrés des résidus me donne forcément quelque chose de plus petit. Pourquoi? Parce que j'ai un terme résiduel qui se trouve celui-là. Donc, ça, c'est ce que j'arrive à expliquer. D'accord. Donc, c'est la différence entre mon y chapeau et mon y bar. D'accord. Donc, ce que je dis juste, c'est que mon modèle sur ma constante est forcément moins bon que le modèle dans lequel je mets mes variables explicatives, quelles qu'elles soient. Okay. Vous régressez sur n'importe quoi, vous allez forcément améliorer votre modèle. D'accord. Et la quantité de gains que vous allez avoir, elle va être quantifiée ici.
Cette quantité-là, c'est la somme expliquée par votre modèle. D'accord? Donc, ce qu'on espère, c'est récupérer. Donc, la valeur de gauche, elle est constante. D'accord? Donc, cette chose-là, vous ne pouvez pas la changer par votre modèle. Okay? Ce qui va changer avec votre modèle, ce sont les termes de droite. Okay? Celui-là, vous voudriez qu'il soit le plus petit possible. Et celui-là, vous voudriez qu'il soit le plus grand possible. Vous voulez expliquer le maximum par votre modèle et vous voulez que ce qui vous reste soit le plus petit possible. Donc, en fait, naturellement, on va avoir une grandeur qui va s'imposer comme étant un indicateur de qualité de modèle. C'est ce qu'on appelle le R2, qui est tout simplement le ratio de cette quantité-là divisé par cette quantité-là. C'est le ratio de ce que j'explique sur en gros la variance expliquée sur la variance totale. Okay? Donc, plus ça va être proche de 1, plus encore une fois, c'est une grandeur qui est comprise entre 0 et 1, tout simplement parce que les trois termes ici sont positifs. D'accord? Donc, le ratio est forcément déjà positif et majoré par 1. Okay? Si jamais je suis proche de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité qui se trouve au centre est très faible, proche de 0. Donc ça veut dire que j'ai quasiment plus de résidus, j'ai un modèle qui explique très très bien. Au contraire, si je suis proche de 0, c'est qu'ici je suis proche de 0. Donc mon modèle n'explique pas grand-chose. D'accord? Donc le R2 sera une espèce de mesure de qualité d'ajustement de modèle. Okay? Alors, on le discutera longuement, encore une fois, je suis juste là pour vous introduire différents concepts. D'accord? Ce qu'on voit apparaître, et c'est la formule que je voulais vous présenter juste en dessous. Si jamais je fais le calcul, ce qu'on peut montrer, c'est que le R2, c'est tout simplement le carré de la corrélation. Okay? Donc, on voit apparaître le fait que si votre corrélation est élevée, vous avez sûrement un bon modèle, et inversement, une corrélation faible veut dire que vous avez sûrement un mauvais modèle. D'accord? Donc ça, c'est une première propriété. Alors, autre chose, il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est la variance de vos résidus. Donc, je ne l'ai peut-être pas défini encore, je suis désolé, je vais peut-être le remettre ici. Mais ce que je vais appeler sigma carré, c'est la variance de vos epsiloni. Et ça, vous aimeriez bien l'estimer. Il s'avère qu'on peut l'estimer très simplement, on a la formule qui est suivante, c'est de dire, je vais tout simplement prendre la somme des epsiloni au carré et je vais la normer. Alors, on n'est pas exactement sur du 1 sur n-1 comme on avait classiquement en stats, en fait. Quand vous voulez estimer une variance, vous faites du 1 sur n-1 la somme des écarts au carré. Okay. Ici, j'ai un n-2, donc ça aussi on le discutera par la suite, mais ce n-2 vient du fait que j'ai deux coefficients, donc je perds 2 degrés de liberté. Okay. Je régresserai juste sur bêta 0, je perdrai 1 degré de liberté, mais là j'ai bêta 0 et bêta 1, donc je perds 2 degrés de liberté. Alors, on peut interpréter les coefficients de plusieurs manières, en particulier la pente. Ce qu'on peut montrer, c'est que la pente, je peux la voir comme étant une moyenne de mes y. Okay. On voit intervenir une espèce de... Alors, moyenne, je vais vraiment mettre des moyennes avec des guillemets. Okay. On reviendra sur cette interprétation par la suite en disant que les bêta-chapeaux vont s'écrire comme étant une fonction de mes valeurs y. Okay. La seule chose, c'est que ces poids qui apparaissent ne sont pas vraiment des poids. D'accord? Ce n'est pas des poids parce qu'ils peuvent être négatifs et ce genre de choses. La seule chose, c'est qu'on sait que la somme vaut 0, que la somme des oméga 1 x doit être égale à 1, okay, et que la somme des carrés doit être égale à du 1 sur sigma 2. Mais on a cette interprétation qu'on va garder dans un coin de notre tête, d'accord, donc, qui sont que les paramètres vont être des fonctions linéaires de nos observations. Okay, donc c'est linéaire en x et c'est linéaire en y. D'accord? Donc ça, c'est des propriétés dont il faudra se souvenir parce que ça réapparaîtra par la suite. Petite parenthèse que je ne vais pas justifier, mais ça arrivera plus tard, c'est que moyennant quelques petites hypothèses, on va voir ça comme étant un problème de stats. Donc ça veut dire que je vais supposer, je vais l'écrire comme ça, je vais supposer que mes yi sont de la forme bêta 0 plus bêta 1 xi, plus un epsilon i, mais que mes epsilon i sont des réalisations de variables aléatoires. Okay. Donc là, tout d'un coup, je peux avoir un modèle stochastique. Et ce qu'on peut montrer, c'est que moyennant quelques petites hypothèses très simples sur la loi de mes résidus, dans ces cas-là, on va avoir les deux propriétés suivantes qui sont, j'ai des estimateurs qui sont sans biais, et j'ai des estimateurs dont je peux calculer la variance. En fait, on peut calculer la variance de bêta 0 chapeau, et on peut calculer la variance de bêta chapeau. Okay. Malheureusement, ces variances, ça font intervenir du sigma carré. Okay. Donc on voit que la variance, c'est pas typiquement la variance de ma constante, c'est pas un sigma carré sur n. Ça, c'est ce que j'aurais si jamais j'avais pas de variable explicative. À partir du moment où j'ai des variables explicatives, on voit apparaître un terme en plus. Okay. Donc tout ça, je le réinterpréterai quand on fera l'algèbre linéaire et ce sera sûrement plus clair. Et ce qu'on peut montrer, c'est que je peux calculer des termes de variance, okay, et je peux les approcher. Okay. Pourquoi? Parce que finalement, ce paramètre sigma 2, je ne le connais pas, donc je peux remplacer par un estimateur, et dans ces cas-là, je peux récupérer un écart type de l'estimateur de ma pente. Okay. Donc, je ne vous demande pas de passer des heures à essayer de comprendre ces formules-là. Encore une fois, je pense qu'elles seront plus claires quand je les formaliserai vraiment dans un cas probabiliste. Je veux juste que vous compreniez ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer de se dire,
J'aurais eu d'autres résidus, ben, j'aurais eu d'autres valeurs, et donc mon paramètre ici, je peux le voir comme un estimateur qui a une espérance et une variance. Okay, je peux les calculer. D'accord. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de biais. La variance, on va pouvoir trouver les expressions de manière très simple. D'accord. Donc on pourra approcher en tout cas ces espérances et ces variances. Et ça, ben, c'est intéressant parce que ça nous permettra de faire toutes sortes de choses. Okay, donc en particulier, on va pouvoir calculer des variances de nos prévisions. D'accord. Donc je passerai plus de temps dans les prochains slides sur les prévisions. Okay, mais voilà, les expressions sont très très laides. Donc c'est pour ça que je ne passe pas de temps dessus, parce que c'est très très vilain. Et ce qu'on verra, c'est qu'à partir du moment où je pars dans un format matriciel, les expressions des variances sont beaucoup plus simples. D'accord. Donc sachez juste qu'il y a des formules, okay, qui n'ont strictement aucun intérêt. C'est juste qu'il faut voir les paramètres de pente et de constante comme étant des variables aléatoires à partir du moment où vous supposez que vos résidus sont tirés suivant des variables aléatoires. Okay. Mais tout ça va venir du fait que je vais faire des hypothèses sur mes résidus. En particulier, si je commence à supposer que j'ai des résidus gaussiens, dans ces cas-là, je vais avoir des propriétés de l'estimateur gaussien, okay, sur lesquelles on va pouvoir passer plus de temps. Donc voilà, là, je vous fais une espèce d'annonce de ce qui va arriver par la suite. Okay. Vous voyez juste un peu ce qui se cache dans ce qu'on essaie de faire. On a des estimateurs inconnus qui sont ces bêtas, on va essayer de les estimer, et ensuite on va passer du temps sur les propriétés de ces estimateurs. Dans la prochaine capsule, je vais aller un petit peu plus loin, parce que là on est sur l'interprétation du modèle. Dans la prochaine capsule, on va faire de l'estimation des prévisions. On va rentrer dans la deuxième partie de ce que nous servent à faire ces modèles, c'est-à-dire dans un premier temps, je décris la dépendance qui peut exister entre X et Y. Dans un deuxième temps, je vais faire des prévisions, et on va essayer d'avoir des propriétés sur nos estimateurs. OK ? Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule où on va commencer à parler un petit peu de prévision. Et je vais m'arrêter là pour cette première petite capsule.